à préparer. Donc, je pense que c'est Hervé qui est curieusement dans vous venez vous asseoir ici, non? C'est pas qui va présenter. Celui qui demande. Voilà. Bonsoir tout le monde. Les Maliens de l'extérieur. Bonsoir. Nous sommes là. Bonsoir. Nous représentons le groupe 2, mais comme les autres sont à l'extérieur, donc nous les représentons. Et nous sommes, Zakaria Signaté est présent, Dr Koulibaly Abdoulaye est présent, et moi-même, Dr Abouakar Diarra. Mais nous avons travaillé aussi avec Dr Diallo. Les autres n'étant pas disponibles, mais on les représente valablement. Donc, nous avons travaillé sur un texte avec le plan suivant. En introduction, l'idée générale du texte et liaison avec une approche anthropologique, utilité de ces textes pour les chercheurs ou pratiquants de la santé publique, différence entre santé publique et anthropologie médicale, critique à l'endroit du texte. Ce sont ces questions que nous avons essayé de répondre au fur et à mesure. Le texte qu'on a exploité, c'est on ne s'occupe pas assez de l'anthropologie d'un dispositif de soins pédiatriques en Afrique de l'Ouest. Note de recherche. C'est un travail de Yannick Jaffré et Dr Abdoulaye Guindo. Ce texte de Yannick Jaffré et de Dr Abdoulaye Guindo nous imprègne sur la situation sanitaire en Afrique, de la situation sanitaire de l'Afrique, singulièrement de l'Afrique de l'Ouest, et que cette Afrique est victime d'un problème de santé publique. Et cette vulnérabilité de l'Afrique exhorte l'aggravation du taux de mortalité infantile, surtout en Afrique subsaharienne, et dont les statistiques sont un peu élevées, 15% de la population mondiale, et enregistre 46% des décès, dont 26% du nombre total d'enfants. Donc ces statistiques, quand vu notre population, c'est trop élevé, et nous allons comprendre au fur et à mesure. Et particulièrement, le lieu d'étude, c'est au Mali ou au Niger, parce que nous n'avons pas le nom de la structure, quand même, c'est un service pédiatrique de deux pays. Et pour 1000 naissances vivantes, près de 200 enfants, 176 n'atteignent pas l'âge de 5 ans. Donc, ces décès sont surtout dus à la forte mortalité néonatale, à la malnutrition, à quelques maladies infectieuses, notamment les diarrhées, les infections parasitaires, la rougeole, le paludisme, l'immunodépression, VIH. L'idée générale de ces textes, je n'ai pas dépassé ma partie quand même, est de savoir l'écart important qui peut exister entre les normes officielles régissant l'hôpital et les comportements réels. Monsieur? Oui, je devais introduire seulement. Non, je devais. C'est bon, je pense qu'il n'y a pas de souci. Non, on a déposé en 3 parties. Ah, voilà. Oui. Donc, c'était la partie introductive. Le développement serait assuré par Signaté, l'ami Zaki. Donc, vous avez la parole. Oui, notre socio-anthropologue. Vous avez Zakaria Signaté. Je suis tenu de présenter une partie
de ce texte-là qui parle du problème qui sévit en Afrique et surtout qui est en contact étroit avec une entité, avec des entités sanitaires. Donc, dans un premier temps, il nous est important de souligner l'idée générale de ce texte. S'il vous plaît, les sons. Approchez-vous du micro. Il va s'approcher. Il est un peu. Voilà. Voilà, bon, je disais que nous sommes tenus de présenter l'idée générale de ce texte. L'idée générale de ce texte est de savoir l'écart important qui peut exister entre les normes officielles régissant l'hôpital et le comportement réel des agents dans la prise en charge des patients. Parce que quand on lit un peu le texte, il y a un problème qui est posé. Et ce problème-là se situe où? Est-ce que les textes, les normes, les règlements qui régissent l'hôpital sont réellement appliqués? Et que, est-ce que, si c'est réellement appliqué, est-ce que les patients en bénéficient? Donc, c'est ça l'idée générale de ce texte. Donc, nous avons, pour cela, nous avons la filière anthropologie et spécifiquement anthropologie médicale. L'anthropologie médicale s'intéresse à ce phénomène du point de vue dynamique social, c'est-à-dire l'interaction entre les agents de santé et les patients dans leur processus de prise en charge. La dynamique sociale, on veut dire ici, est-ce qu'il y a une certaine évolution, est-ce qu'il y a une certaine réciprocité entre l'application des textes et la prise en charge des patients? Est-ce que réellement les patients profitent de cette prise en charge? Ou bien est-ce que les règles établies par les textes sont réellement appliquées, pouvant intervenir auprès des patients? Donc, c'est ce que je viens de dire. Nous avons une filière qui est anthropologie médicale, et cette anthropologie médicale est vraiment faite de questionnements. Donc, comment ces enfants accèdent-ils à l'hôpital? Comment sont-ils traités? Comment s'intéressent-ils? Comment ressentent-ils les soins qui leur sont accordés? Donc, on veut seulement, vous savez, l'anthropologie est une science qui s'intéresse beaucoup à l'homme et surtout à ce que l'homme fait comme activité. Est-ce que l'acte que l'homme pose, suivant un but, un objectif précis, est-ce que ce sont des actes qui sont posés et qui répondent réellement à leur objectif? Donc ici, quand on regarde un peu le texte, on veut savoir, sinon même l'anthropologie médicale veut savoir si réellement il y a des structures qui existent, si réellement il y a des professionnels bien qualifiés qui existent, et que est-ce que le groupe d'hommes ou bien le groupe d'enfants qui est là, est-ce que ces groupes d'enfants bénéficient convenablement? Est-ce que ces groupes d'enfants sont dans les conditions idoines pour recevoir les soins?
C'est ce côté-là qui intéresse beaucoup l'anthropologie médicale. Raison pour laquelle elle nous envoie à une série de questionnements. Comment, je répète, comment ces enfants accèdent-ils à l'hôpital? Comment sont-ils traités et comment ressentent-ils les soins qui leur sont accordés? Et pour cela, il est important de savoir qu'est-ce que l'anthropologie finalement. Parce qu'on ne parle que d'anthropologie et on souligne que ça s'investit dans l'interaction sociale. Donc, il est important de définir cette anthropologie. Donc, il faudrait savoir que cette anthropologie a eu deux connotations. Dans un premier temps, cette filière a été appelée ethnologie. Nous avons, pendant un certain moment, le terme renvoie plutôt à l'étude exclusive des sociétés primitives, parce que en son temps, avec les colons, on considérait les sociétés africaines comme des sociétés primitives et qui n'évoluent pas et qui n'ont pas de classe. Donc, et sur ce, et cette filière a été appelée ethnologie et qui était destinée uniquement et spécifiquement à étudier les sociétés primitives. Et en France, le terme s'est longtemps imposé comme un équivalent de ce que les anglo-saxons nomment anthropologie. Même si aujourd'hui, on tend de plus en plus à rendre anthropologie par anthropologie. Donc, vous voyez que cette filière, que ce soit ethnologie ou bien anthropologie, à partir de cet instant ici, on constate qu'il y a eu une appellation par rapport à certains pays. Donc, nous avons maintenant anthropologie. Anthropologie, étymologiquement, l'anthropologie, c'est le savoir. Quand on prend logos, logos, c'est le savoir et par extension, la science sur l'homme. Et l'homme, ça signifie anthropos. Donc, c'est une science qui étudie l'homme. Donc, et cette anthropologie appliquée maintenant à un domaine qui est appelé la santé devient anthropologie médicale. Et que l'anthropologie médicale est un questionnement autonome pouvant être lié à la demande médicale. On parle alors d'anthropologie médicale appliquée. Comme je vous ai bien dit, dès le début, si vous voyez que l'anthropologie s'intéresse aux textes qui sont établis et qui régissent les comportements au sein de l'hôpital. Et que ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, cette anthropologie médicale s'intéresse aussi à la manière dont les patients vont recevoir les soins et dans quelles conditions ces patients reçoivent ces soins-là. Donc, raison pour laquelle nous avons passé par c'est-à-dire plutôt une série de questionnements. Raison pour laquelle ici on définit l'anthropologie médicale comme un questionnement autonome pouvant être lié à la demande médicale. On parle alors d'anthropologie médicale appliquée. À cet effet, l'anthropologie de la santé ou anthropologie médicale est une branche de l'anthropologie qui étudie les croyances et rituels relatifs à la santé et à la description de la variation biologique chez l'homme. Bon, nous avons, quand on réfléchit un peu, quand on
parcourt un peu le texte, nous allons observer que l'hôpital constitue un ensemble de parties et que ces parties-là sont divisées en fonctions. Donc, chacun a un rôle à jouer. Quand on vient, le premier homme qui se tient à la porte, qui est appelé vigile, il a un rôle à jouer. Et quand on parcourt un peu le texte, nous verrons que les caisses qui sont là à offrir des tickets aux gens pour enfin accéder aux soins. Donc, et ces caissiers sont là à accomplir un rôle. Donc, si nous venons de voir, alors que cette anthropologie a évolué et il y a eu des courants de pensée, sinon même des approches. Et parmi, entre autres, nous pouvons citer ici l'approche fonctionnaliste. Et cette approche fonctionnaliste, qui est autrement appelée le fonctionnalisme, est une théorie utilisée pour la première fois par Branislav Malinowski dans l'ouvrage du Pacifique occidental, produit d'un long travail d'observation participante qu'il réalise dans les îles Trobriand. De ce fait, le fonctionnalisme insiste non seulement sur la fonction, mais encore surtout la fonctionnalité. Il faut que chaque organe, chaque partie fonctionne bien et joue un rôle au sein du corps social pour assurer l'harmonie de celui-ci. Ça, c'est évident. Que ce soit dans le secteur de la santé, prenons seulement au sein de la famille. Au sein de la famille, nous avons le chef de famille et nous avons aussi la responsable de foyer et qui est autrement appelée la ministre. Donc, et nous avons aussi les enfants. Il faudrait savoir que ce soit le père de famille, que ce soit la femme au foyer, que ce soit les enfants, chacun a une fonction, chacun a un rôle à jouer. Et que si l'un d'entre eux faillit à son rôle, ça intègre, sinon ça occasionne systématiquement un dysfonctionnement. Raison pour laquelle nous soulignons ici que tout dérèglement est donc assimilé à une dysfonction ou à un dysfonctionnement, alors qu'il conviendrait peut-être de l'interpréter comme un changement de rôle. Oui, bien sûr, bon, voilà quoi. Lui-même lié à des mutations au sein de la société. Donc, il faudrait savoir que si nous revenons un peu au texte, au sein de l'hôpital, chacun a un rôle à jouer. Et il faudrait que ces textes-là soient bien appliqués pour que chacun puisse jouer son rôle. Et que quand une personne faillit à son rôle, ça va entraîner un dysfonctionnement. C'est tout ce qu'on veut dire ici. Et l'approche en anthropologie qui convient, c'est le fonctionnalisme, bien sûr, parce que le fonctionnalisme est l'approche qui cerne le problème souligné par le texte. La structure hospitalière est un ensemble de parties dont chacun joue un rôle pour une bonne dynamique sanitaire.
le mauvais acquittement de son rôle entraînera le désordre. À cet effet, nous assisterons à l'apparition de certains vices malpropres sur la sphère de travail. Entre autres, nous pouvons citer le néopatrimonialisme. Nous avons aussi le clientélisme. Nous avons aussi la privation interne. Nous avons aussi la surpersonnalisation, l'improduction, la déshumanisation. Voilà. Et que quand on parcourt un peu, je me base toujours sur le texte, ce sont ces vices-là qui apparaissent au niveau du texte. Je ne sais pas. Bon, ici, on parle de l'utilité de ce texte. Sinon, ça devait tenir et le projecteur et la machine. Normalement, il y a coupure. Voilà, tout reste allumé pendant 15 minutes. Et dès qu'ils nous ont dit, non, on a acheté des ouais, mais c'était une technique. Mais au moins, pour la connexion, quand même, c'est bon. Ok. Au moins, il y a des courants pour la connexion. À chaque jour, on redémarre. Ok, les malins de l'extérieur, ça va? Bonsoir. Oui, ça va. Voilà. Nous étions confrontés à un problème de coupure de courant ici. Ok, donc on va devoir continuer la suite du travail. On a été fait. Donc, on arrive enfin à l'utilité de ces textes. Qu'est-ce que dit l'utilité du texte? On parle d'application et respect des textes et règlements demeurent indispensables pour le maintien du bon fonctionnement d'une structure. Que la médecine ne doit pas s'exercer sans tenir compte de certains aspects, bien vrai qu'elle soit une science, mais elle s'applique aux humains. L'agent de santé ne doit pas observer la maladie seulement, car l'être humain est le premier à être soigné du point de vue psychologique, mental, avant le diagnostic de la maladie. Donc, on a vu dans les textes, quand on parcourt les textes, on voit que, comme les textes le soulignent ici, on voit que les agents de santé mettent plutôt peut-être les traitements, la maladie au devant de cette prise en charge psychologique. La différence entre santé publique et l'anthropologie médicale. Donc, nous avons constaté que la santé publique traite les pathologies, les événements au sein d'une communauté, d'une population, et tandis que l'anthropologie, elle traite la dynamique sociale, c'est-à-dire l'interaction entre les agents de santé et les utilisateurs des services de santé. Donc, voilà ce qu'on nous avons conclu comme différence. Critique à l'endroit du texte. Les textes nous invitent sur la situation dans laquelle les patients se trouvent. Cependant, les études sont qualitatives,
c'est-à-dire elle nous donne des informations sur la qualité des soins offerts par les médecins aux patients, dont elle nous montre les degrés de satisfaction des patients. Combien de patients vivent et supportent ces souffrances cumulées ou douleurs de la maladie dans le processus de prise en charge, d'où la nécessité d'une étude quantitative. Donc, quand vous lisez les textes, effectivement, donc, comme on l'a dit, c'est un questionnement donc, auquel on voit les réponses apparaître dans les textes, sans pourtant vraiment donner une solution. C'est-à-dire, elle nous donne, ENT, elle nous donne. Et elle nous, oui, ENT, ok, donc, je crois que c'est la fin. Donc, voilà ce qu'on a pu ramasser à travers le texte. Quand même, c'était un texte qui est très émouvant, qui décrit vraiment les structures, les états d'âme même de nos agents de santé dans les structures de santé. Et donc, on a quand même vraiment pris beaucoup d'assurance par rapport à ce texte. Et que ce texte décrit vraiment le comportement de nos agents de santé. Est-ce qu'on n'a pas trouvé l'exemple aussi? L'exemple de la structure en lisant les textes. Bon, en lisant les textes, on n'a pas pu identifier les centres, mais chaque centre se retrouve là-bas. Parce que comme il a dit, les agents de santé traitent la maladie et non vraiment la personne même. Il n'y a pas de prise en charge psychologique de la personne. Ok, donc on vous remercie. Voilà ce qu'on a à présenter. Merci. Ah, il est quand même déjà. On a travaillé jusqu'à minuit. Sinon, je tiens à souligner que c'est hier seulement que nous sommes rassemblés pour vraiment traiter ce texte-là, que le parachever. Et voilà, donc si, c'est-à-dire dans tout travail scientifique, Comme. Fermez vos micros. Fermez vos micros. Tout le monde à nous, c'est-à-dire à être un peu indulgent. Voilà. Compte tenu. C'est entre nous là, c'est un camarade. On va pas vous. Non, on n'a pas de hache ni de machette. Tranquillisez-vous, on a ben, c'est pas comment on va procéder. On va vous laisser d'abord répondre peut-être aux questions de vos collègues et après peut-être je vais intervenir. Voilà. Donc restez sur place pour répondre. Les malins de l'extérieur. Oui, nous sommes là. Voilà, vous pouvez poser des questions aussi ou des contributions. Ok, d'accord. Merci. Moi, je voulais prendre la parole, si vous permettez. Oui, allez-y. Ok. Alors, vraiment, merci au groupe encore. Félicitations. Merci. Voilà, pour les efforts et pour la ponctualité. Oui, voilà. Donc, moi, peut-être, je vais faire quelques commentaires parce que j'ai quand même aussi, j'ai lu l'article, je l'ai lu personnellement, et quand je vous avoue, quand j'ai commencé à le lire, je l'ai lu jusqu'au bout. Donc, je l'ai lu jusqu'au bout parce que c'était très intéressant. Très émouvant. J'avais l'impression d'être dans un film, de suivre un film. Donc, je ne pouvais pas couper, quoi. Oui. Voilà. Et donc, quand on... Bon, je ne vais pas prendre par rapport à votre plan, forcément, mais quand on parcourt ces documents, on découvre tous les malaises qui entourent nos structures de santé. Et moi, j'ai identifié la structure, hein. Sincèrement, j'ai identifié la structure. Peut-être le prof conviendra avec moi. Oh, mais je on ne connais... voulait pas le dépasser, non. Oui, mais je ne vais pas le dire, bien sûr. Je sais quelle structure il est. Voilà. Donc, oui, bon, alors, ok. Donc,
ici, je vois dans votre exposé, vous avez un peu beaucoup apaisanti sur le comportement des agents. Voilà, alors que dans le texte aussi, il y a les conditions sûrement de travail qui ont été évoquées, qui ont été beaucoup évoquées, et les conditions au niveau même de la structure a été bien évoquées, les conditions d'accès. Vous voyez que quand les profs, ils ont décrit ça tellement d'une façon fine, un malade, un enfant qui vient se présenter pour même avoir accès à l'hôpital et aux soins. Et vous voyez que ces obstacles sont vraiment une cause monumentale, parfois d'échec des traitements et bien sûr des décès. Et en dehors de cela, tout cela nous fait revenir aux conditions dans lesquelles aussi les agents de santé travaillent. Les conditions dans lesquelles ils travaillent, bien vrai qu'ils ont leur comportement. Par exemple, quand la bonne dame à laquelle on offre une ordonnance pour son enfant et les produits n'existent pas dans la pharmacie, il faut aller tourner loin. On donne un examen complémentaire qu'on ne peut pas faire au sein même de l'hôpital. Vous voyez que tout cela sont des boulots dont on doit tenir compte. On doit tenir compte de tout cela. Et j'ai beaucoup aimé votre conclusion que l'être humain doit être traité en tant que tel, avec beaucoup de dignité. Et les textes m'ont beaucoup interpellé. Je me suis vu dedans. J'ai reconnu peut-être même mes frères dans le texte là. Ce qui n'a pas fonctionné, si j'ai mal communiqué un jour avec un patient, tout. Je me suis vu dedans, sincèrement. Un praticien, quand tu lis ça, franchement, tu te retrouves dedans et tu es prêt, peut-être consciencieusement, à corriger quelque chose chez toi, quoi. À corriger quelque chose chez toi. Voilà, pour le bien-être vraiment des patients. En dépit de cela, je me suis dit, peut-être si je suis, en lisant ce texte, peut-être si je suis un dirigeant de l'hôpital ou bien d'un service, peut-être j'aurai un autre œil plus fin sur les choses et une autre façon de gérer les choses, surtout les sociales, voilà, qu'il faut beaucoup voir. Voilà. Donc, vous voyez ces caisses qui sont fermées. À 8 heures, il y a des caisses qui ne sont pas ouvertes. Ça, c'est vraiment, vous l'avez dit, le dysfonctionnement. Là, c'est un dysfonctionnement vraiment au haut sommet qu'il faut corriger. Ça, ce n'est pas dû aux agents de santé qui travaillent. Donc, d'un tour aussi, nous voyons que et les malades et parfois aussi les agents, ils subissent aussi les conditions que la structure impose, que l'état même de la structure impose. Et je pense que tout cela doit être vu quand on lit ce texte de près. OK? Et ça donne vraiment une révolution des cœurs, ce texte. Merci encore au groupe. C'était les commentaires que j'avais à faire. Et merci aux profs vraiment de nous avoir donné l'occasion de lire un truc comme ça. Merci bien. Okay. Merci. Merci à toi aussi. Qui d'autre? Qui d'autre veut intervenir? Alors maintenant, il y a une question que je voulais poser. Voilà, ça c'est... alors, Siante a parlé de... où est-ce que j'ai noté? Il a parlé de la mutation au sein de la société. Voilà.
quand il a parlé du fonctionnalisme, il a parlé de la mutation. Et tout cela est dû à la mutation au sein de la société. Est-ce qu'il peut nous expliciter un peu plus? Ça nous ferait plaisir. Voilà, c'est la question que j'avais quand même notée à côté, quoi. Oui, oui. Merci, Hervé. Oui. Oui. Venez vers là. Bonjour, professeur. Voilà, je vais répondre immédiatement à ça. Oui, oui. Excusez. Docteur Hervé. Oui, je suis là, oui. Voilà, je vais répondre à ça. OK. Donc, quand on parle de mutation au sein de la société, parce qu'il y a à l'intérieur de la société, il y a certaines personnes qui quittent d'un lieu pour un autre lieu. Donc, et de ce fait, il y a certaines personnes qui quittent leur rôle pour embrasser d'autres rôles. C'est ce phénomène-là qui est appelé mutation de la société. Par exemple, quand on prend, je vous explique un peu, quand on prend les campagnes, il y a souvent un phénomène de mutation qui s'effectue. Il y a des bras valides qui font des mutations, donc quittent de la campagne vers la ville. Donc, à l'intérieur aussi de la structure, il y a des mutations au sein de la société. Sinon, même à l'intérieur de l'hôpital, il y a des mutations de rôle. C'est ce qu'on veut dire ici, raison pour laquelle on a souligné comme changement de rôle, lui-même lié à des mutations. Parce que tant qu'on vit, il y a souvent aussi des circonstances qui obligent l'homme à faire des mutations. Mais ici, quand on se cadre c'est-à-dire sur le texte, il y a un changement de rôle qui est opéré. Et c'est ce changement de rôle qui crée le dérèglement et qui crée la dysfonctionnalité au sein de l'hôpital. J'espère que vous m'avez compris. Oui, OK, merci bien. Je vous en prie. Merci. Okay. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, à nouveau, moi, j'aimerais poser. Peut-être c'est au professeur là, ma question s'adresse. Ah, ok. J'ai lu le texte, comme l'a si bien dit le docteur Hervé. C'est un texte passionnant et quand vous commencez à lire, c'est comme un film. Moi, j'aimerais savoir à quel niveau, jusqu'à quel niveau ce texte est diffusé. Est-ce que nos structures sont au courant de ces articles? On sait qu'on lit pas. Ah, c'est ça aussi ma question. Hein. Merci bien. Donc, jusqu'à quel niveau c'est diffusé, quoi? C'est ça, c'est ça. Si j'ai une histoire que je peux vous expliquer, que j'ai suivi moi-même à partir du 15 février tout près, et qui est la même chose qui est écrit par ce qui est écrit dans cet article. Et tout début seulement. Le 15 février, mon petit fait un accident au niveau du jardin. Il a eu une fracture du pied. On m'appelle à 10 h, je n'ai pas cherché l'enfant. Et même ils ne connaissent pas. Comme j'avais déjà fait la traumatologie, quand on m'a dit que l'enfant ne cesse de crier, je sais qu'il y avait quelque chose. Je suis allé, j'ai pris l'enfant, comme je suis dans un CFI aussi, j'ai été là-bas pour faire la radio. Connaissant bien le fonctionnement qui est au niveau du service, le professeur qu'on va laisser dans l'anonymat de nos services.
le fonctionnement là-bas. J'ai fait la radio et j'amène la radio. Il y avait une fracture. J'arrive au niveau du service à partir de midi, au service de traumatologie. À midi 30, 13h, on me dit que c'est fini, il n'y a pas de touche. Je dis, moi je suis médecin et c'est mon enfant qui a une fracture. Il tourne, il tourne. Après, on me dit d'aller au niveau de la salle de pratique. Je suis allé dans la salle de pratique et j'ai trouvé un médecin étranger là-bas. Il me charge mon enfant, on appelle le pratique et je suis allé à la maison. On m'a dit le lendemain, ça c'était un mardi, le 16, de venir à la consultation SR. Je viens le lendemain, mardi matin, à la consultation SR à partir de 9h. J'arrive au niveau de la consultation SR, de tous les gens qui tiennent des listes. La première question, il me dit que ouais, à partir de 9h, la liste est fermée, on ne va plus prendre les gens. Je dis, mais moi je suis médecin, vous me dites qu'une liste est fermée. Là. Pour moi, que les externes qui sont là, qui sont en train de dire ça, ils ne savent pas. Le médecin aussi vient. Je dis, moi je suis médecin, j'ai un enfant à qui on doit faire un dossier. Lui me dit, ah, malheureusement, vraiment la liste est presque fermée. J'ai vu les réflexes, je lui ai dit, mais toi tu es malade. Moi je suis médecin, toi tu me dis que la liste est fermée. Donc, et puis moi, parce que moi je tourne pas, je dis, bon, ça, cette liste-là, moi je m'en fiche pas mal de cette liste. J'ai l'habitude d'avoir cette liste. J'étais dans le même service en 96-97. Je sais de comment ça se passe cette liste. Donc, ils sont tournés, et ils m'ont fait s'asseoir pendant plus d'une heure à 2 heures. Pour ne rien faire. Hein. Quand je rentre avec mon enfant, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils t'ont une fiche, il faut aller faire une radio de contrôle. Je dis, mais vous là, combien de temps vous allez faire pour changer dans ce service-là? Moi, je suis là pour me donner une fiche d'analyse pour aller faire une radio. Pourquoi ne pas me donner cette fiche d'analyse dès mon arrivée? Et ils sont là. Ils n'ont rien dit. Moi, quand même, j'ai dit tout. J'étais dans des médecins pour les internes et les j'ai dit tout. J'ai tout raconté tout. Oh, ils ont eu honte, ils ont dit non, qu'ils ne savaient pas moi j'étais médecin. J'ai dit, moi je dis que je suis médecin, je ne vais pas mentir sur mon titre. Non, ils n'avaient rien à dire. Donc ça veut dire que ce comportement-là, dans ces services-là, si probablement l'article du professeur avait atteint des niveaux supérieurs, peut-être qu'on allait avoir des éléments de changement dans les services. Et pour la suite, je vous dis, je ne suis plus allé là-bas. Finalement, je suis allé à Kati, chez les militaires. Bon, vraiment, eux, quand même, il y a l'ordre là-bas, ils ont pris en charge. Merci, c'était ça que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Merci. Alors, professeur? Oui. Oui. Donc, moi, voilà, vous voyez, quand j'ai lu l'article là, ça m'a dit quand même qu'il y a beaucoup de choses qui manquent à notre formation et que je pense qu'il faut plaidoyer au niveau de nos structures de formation pour revoir un certain nombre de trucs. Parce que, et pour revoir vraiment un certain nombre de sur l'éducation même de l'agent de santé. Et peut-être revoir aussi de la façon dont nous choisissons nos responsables de ces structures, dont nous choisissons les responsables. Moi, je pense que nous devons aller vers ça. Bon, plus loin, il faut revoir l'éducation générale. Je pense que les anthropologues, vous conviendrez avec moi. Il faut revoir l'éducation générale d'une façon générale, depuis nos familles. Je pense que tout cela peut contribuer à pallier à tous ces dysfonctionnements et vraiment mettre des programmes succincts dans les cursus de formation sanitaire. Voilà.
ça m'a fait penser à tout cela, quoi. Merci. Tu veux intervenir là? Oui, je vais intervenir. Vous entendez? Donc, comment je vais intervenir avec vos interventions? C'est que j'ai vécu en termes d'expérience, mais pas surtout dans le domaine médical. Je représente un poste élevé sur le plan syndical. Et ce que je vais vous dire va vous surprendre. La hiérarchie là, quand on en parle, on sait qu'il y a des ministres, des conseillers, des directeurs, mais toute l'utilité, c'est quand on en parle. Mais il ne faut jamais les approcher par rapport à un problème, sinon tu vas trouver que le Mali même n'existe pas. Si tu prends ces comportements, eux-mêmes ils vont te décrire plus qu'ils connaissent mieux ces pratiques que toi. Mais tu ne vas pas trouver de responsabilité. Moi, j'ai pris un problème du bas jusqu'au haut. Arrivé au sommet, presque au sommet, on me fait retourner encore. Que la région doit se trouver en bas. Finalement, jusqu'à présent, je suis en train de tourner avec ce problème. Je n'ai pas trouvé, il y a un problème de responsabilité au Mali. C'est à tous les niveaux. Tu ne peux pas prendre un problème et tu arrives à un niveau que l'affaire doit être gérée ici. Tu ne peux pas trouver. On peut parier sur ça. Et c'est à tous les niveaux. Je vous remercie. Et je peux parler à vous. Excusez. Oui. Excusez, ce texte-là, vous disiez que ça doit être généralisé à tous les niveaux. Effectivement, j'en conviens avec vous. C'est pour cela que moi-même, ce que j'ai ajouté, c'est-à-dire même au niveau du premier responsable du Mali, le problème du Mali n'est pas un problème de président. Non. Le Mali, son problème, c'est un problème d'éducation. Et à l'intérieur de cette éducation-là, qu'on parvienne à dire que si on arrive à... Je ne dois pas faire ça. Donc, c'est l'éducation qui vous permettra de faire un tri. Donc, et ce noyau de la société qui est appelé famille est construite, sinon même plutôt est construit n'importe comment. Il va de soi que les enfants soient n'importe comment. Il va de soi que les comportements soient n'importe comment. Donc, et on est là à accuser le président. Le président, comme on le dit, Aristote, le président, on l'a vu en acte, quoi. Mais le président était d'abord en puissance. C'est-à-dire, le président a reçu une éducation. Et c'est cette éducation qui lui permettra de poser certains actes. Donc, on ne doit pas juger là où l'acte s'est posé, mais plutôt l'origine. Donc, tant qu'on ne se remet pas en cause et qu'on goûte certains comportements, et il va de soi qu'on use des résultats biaisés. Et qu'il y a la corruption. On dit que, c'est-à-dire tout le monde pense que non, corruption, voilà, c'est comme ci, c'est comme ça. Non, c'est la corruption. Même si tu travailles, même si tu es bien formé, tu n'auras pas du boulot. Et c'est cette corruption qui va engendrer le clientélisme. Et c'est cette corruption qui va engendrer aussi des jeunes filles au dehors
qui n'auront pas du boulot et qui sont obligés, entre guillemets, de se vendre. Donc, la corruption intègre tous les secteurs de la vie. Moi, je pense que si on arrive à bouter la corruption, là, on aura solutionné en grande partie les problèmes du Mali. Et il y aura beaucoup moins de chômeurs. Je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà. Alors, les amis, merci beaucoup pour vos interventions et aussi pour peut-être la reconnaissance de l'utilité du texte là. Alors, pour aller un peu vite, je vais commencer à répondre peut-être pêle-mêle en faisant aussi des critiques sur la présentation du texte par rapport au groupe. Alors, rapidement, c'est un peu souvent décevant, mais en fait, c'est un article qui a été publié dans une revue canadienne Anthropologie et Société en 2013. Et les textes, on l'a écrit sur mes premières données quand j'étais en train de faire ma thèse. Voilà, Hervé, tu l'as dit, c'était au Gabriel Touré. Et c'est ce premier texte qui a valu que je sois expulsé au Gabriel Touré. Parce que quand j'ai donné les données, quand j'avais remis les premiers manuscrits à l'époque au directeur, au chef du département qui était Toumani, avec Mariam Silla, parce qu'on voulait mettre leur nom aussi comme co-auteur. J'ai été interpellé et puis ils voulaient même me chercher de Gabriel Touré parce qu'ils ont dit comment moi j'ai pu envoyer ces données-là à mon professeur en France sans passer par eux. Voilà. Donc c'est ça qui. Ouais, c'est ça. Je devrais être cherché à cause de ça de Gabriel Touré. C'est-à-dire alors que j'étais en train de collecter mes données par Gabriel Touré. Je n'ai pas fini de collecter mes données, on voulait me chercher parce qu'ils ont trouvé que mon article était négatif et que je devrais d'abord passer par eux avant d'envoyer les données à mon professeur en France. Pour voilà. Biaiser les données. C'était ça. Carrément. Voilà. C'était ça. Alors donc, quand il s'est agi maintenant, parce qu'après cette incidence-là, il fallait faire tout pour que moi je reste au moins pour collecter mes données. J'ai été conseillé par une professeure dont je vais faire le nom. Il m'a conseillé, dit bon, là c'est très grave, voilà, les professeurs sont très remontés contre toi, et peut-être qu'il faut même prendre la décision de t'expulser, mais ce que je vais te conseiller, c'est que demain, quand tu vas être convoqué, il faut peut-être les écouter, mais il ne faut pas répondre. Quoi. Ça a été très utile pour moi. Alors, j'ai suivi ces conseils et puis, effectivement, quand j'ai été conseiller, ils m'ont sermonné, comme vous savez, voilà, je ne vais pas répéter les mots, ils m'ont sermonné. J'ai dit, il n'y a aucun problème. Tout ce que j'ai dit, je suis d'accord, j'ai compris, quoi. Je ne vais plus reprendre ça. Voilà. Donc, ça m'a permis non seulement de rester, mais aussi de pouvoir faire ma thèse, quoi. Donc, quand il s'agit maintenant de publier le texte, on a enlevé le nom, comme vous l'avez vu, le nom du site, quoi, parce que c'est pourquoi on a enlevé le nom du site. Voilà. Voilà, c'est un peu ça. Dès qu'on lit, on sait. Voilà. C'est tout ça. Il y avait un seul professeur qui était prêt à me soutenir quand on allait me chercher, parce que, voilà, comme vous l'avez dit, Toumani, il a lu, hein, c'est lui le chef du département, il a lu, il m'a dit, ce que tu dis, c'est vrai, mais c'est négatif. Et que ça ne peut pas paraître quoi. C'est ça le truc. Il dit, même si c'est vrai. Voilà. Donc, bon, c'est un peu le truc. Donc, en fait, ce n'est pas des trucs qui sont cachés. Hein. J'ai fait ma thèse au Gabriel Touré, j'ai fait la restitution, j'ai ma thèse que j'ai distribuée aux responsables en copie dure, mais aussi en copie électronique. Oui. Professeur. Est-ce que le professeur, en vous répondant comme ça, est-ce que vous avez trouvé que lui, en disant ça, il a fait une autocritique de lui-même? C'est ce que j'ai dit. En fait, c'est que quand on est responsable de service, on est plutôt peut-être plus investi par l'image de son service que par la réalité. Et nous, les anthropologues, malheureusement, c'est cet aspect qui nous intéresse, l'aspect réalité, le vécu au quotidien. Et d'ailleurs, la thèse que moi je soutiens, c'est que, et ils ont dit clairement, d'ailleurs, il y a un prof qui m'a dit que pour moi, je les ai qualifiés d'assassins. Et je leur ai dit que je tue les enfants. J'ai dit non, professeur, je n'ai pas dit ça. C'est-à-dire que moi, j'essaie de suivre l'enfant, je documente le parcours de soins de l'enfant.
l'enfant de son entrée jusqu'à la sortie. Mais si l'enfant, à son entrée, il ne bénéficie pas les soins dont il a besoin très tôt, si à la pharmacie, il n'y a pas de médicaments, si au niveau de la radio, on doit pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de clichés, il n'y a pas de film, si au niveau du laboratoire, il n'y a pas comment on appelle, les réactifs pour faire des examens, mais les médecins, ça va ralentir ses soins. Donc, moi, j'essaie de montrer un peu un enfant à un hôpital, mais je ne dis jamais que c'est un médecin ou un pédiatre est responsable de la mort d'un enfant. Loin de là. Si vous lisez les textes, est-ce que vous voyez un peu? Je montre toujours comme une chaîne, quoi. Je documente le parcours de l'enfant. Voilà. Mais ils ont dit non, voilà, moi je les ai qualifiés d'assassins, voilà. Et c'était ça, quoi. Ils sont braqués. J'imagine un peu à cette époque où la puissance de nos professeurs n'était pas nombreux. Voilà. Si un professeur te voulait, c'est fini pour toi. Voilà. Ouais. Au Mali, pas seulement au Congo. Au Mali était le seul professeur à Biatou dans le pays. Dans tous les départements, à part la chirurgie, où il y avait deux, trois professeurs, tous les autres départements, il y avait un seul professeur. Il veut qu'on fait donc. Il était content de ce que je faisais, mais seulement que au départ, en fait, il ne savait pas, voilà, j'étais avec l'équipe, je faisais des trucs, mais il ne savait pas ce que j'étais en train de collecter, quoi. Donc, ça, c'était le premier truc qui est sorti, quoi. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Et puis voilà, ça a été un peu le truc, quoi. Voilà. Mais je dois vous dire que Hervé, ce texte, il a été, sur le plan réflexif, très utile parce que à partir de ça, j'ai carrément changé ma façon de rédiger. Quand vous allez lire ma thèse et même les articles que j'ai écrits après, j'en ai écrit énormément et je continue toujours à écrire dans le service de pédiatrie. Et là, vraiment, vous ne voyez pas toujours cet aspect assez négatif, désolant, quoi. Vous avez une sorte d'alternance entre un cas de réussite et un cas d'échec. C'est-à-dire que j'essaie de montrer un peu pour les gens qui travaillent très bien comment ils arrivent à avoir des bons résultats, mais aussi de l'autre côté, là où ça échoue, quels sont les facteurs, les causes qui font que ça échoue. Donc du coup, je pense que pédagogiquement, moi, ça m'a beaucoup inspiré. Et puis, je pense que comme ça, c'est équilibré et c'est très bien, quoi. Voilà. Du point de vue épistémologique, mais aussi du point de vue réflexion, je pense que cette critique m'a vraiment, ça fait que j'ai changé de méthode, quoi. Et là, maintenant, je m'entends, enfin, pas avec tout le monde, mais je m'entends avec certains, quoi. Ouais. Pas avec tout le monde. Ah oui, il y a certains professeurs, ils m'ont interdit de rentrer dans leur service. Ah oui? Ah oui, je suivais certains enfants qui ont été admis dans certains programmes et je devais avoir l'accord de certains professeurs pour être admis là-dedans, pour faire mes trucs. Et parce qu'en fait, vous le connaissez, hein, les étudiants, les internes disent non, moi je n'ai pas, il faut que tu aies la verbe du professeur. Et ils m'ont dit clairement non, tu n'entres pas dans mon service. Donc, il y a eu des choses sur moi, je n'étais pas médecin. C'est ça. Sinon, tu n'aurais pas été devenu médecin. Ah oui. À cette époque-là, c'était plus compliqué. Si tu allais prendre la médecine dans la soupe, parce que les animaux malades, c'est ça. C'était très méchant à cette époque. On adorait les professeurs argentiques. Tu viens pour s'adresser à un professeur. Non, jamais tu ne veux pas là. Donc, le contexte, c'était un peu ça, pour vous dire un peu. En fait, l'objectif pour moi, c'était d'abord, pour revenir un peu à la présentation, je pense que déjà, le fait d'essayer de montrer, de faire une présentation, c'était très bien. Mais ce que je voulais, ils ont manqué un peu dès le début, quoi, parce que ce qui est important et ce que mon texte, notre texte essaie de mettre en exergue, c'est vraiment de montrer d'abord comment les enfants sont traités. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez les enfants en termes de statistiques, ils sont les plus nombreux à l'hôpital. Par exemple, quand on prend Gabriel Touré, 50% des patients sont des enfants. Et les services pédiatriques hospitalisent plus que tout l'hôpital du Point G. Les services de pédiatrie seulement, de Gabriel Touré. En année, ce qu'ils hospitalisent, c'est plus que tout
toute l'hospitalisation du service de l'hôpital du point G, quoi. Mais quand vous voyez en termes d'effectifs, en termes de moyens, ressources humaines, en termes de matériel, pratiquement ce n'est rien. Donc, d'abord, nous voulions attirer l'attention, c'est-à-dire de nos autorités par rapport à la place que l'enfant occupe dans les soins. Et c'est cette place, quand on essaie de le voir du point de vue social, c'est que c'est cette place que l'enfant occupe dans la société, quoi. C'est-à-dire qu'on a essayé de transporter la place de l'enfant dans la société au niveau de l'hôpital. Ils sont les plus nombreux, c'est eux qui ont le plus besoin des soins, mais la place qui leur est réservée là-bas est très minime, quoi. Comme dans la société, les enfants, ils ne sont pas considérés. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est quoi? C'est que, en termes de santé publique, déjà au départ, tous les chiffres là, nous sommes basés sur les chiffres de la santé publique. C'est-à-dire que la construction du texte, elle est faite de par les données de la santé publique. On vous a dit que 80% des enfants qui arrivent et qui meurent dans les 24 heures, c'est-à-dire qui ont suivi leur admission à l'hôpital. Ça, c'est les données de la santé publique qui sont, du point de vue sanitaire, très importantes et des données qui sont assez parlantes, quoi. C'est qu'aujourd'hui, si on veut diminuer le taux de mortalité intra-hospitalier, il faut forcément qu'on améliore l'accueil, c'est-à-dire que les premiers soins, quoi, aux enfants qui sont admis à l'hôpital. Et vous avez vu, c'est-à-dire que d'abord, au niveau de l'entrée, il y a énormément de bouchons parce qu'il n'y a pas de tri. Mais aussi, quand les gens dépassent ces premiers obstacles-là, après, vous avez un système de santé qui fait qu'on ne peut pas recevoir les premiers soins. C'est-à-dire que vous n'allez dans aucun service d'urgence où vous allez avoir un paquet aux premiers soins pour les soins d'urgence. Et dans les textes, il est dit que les soins d'urgence sont des soins que tout le monde doit bénéficier. C'est un peu le problème. Donc, du coup, ce que nous voulions faire attirer l'attention des gens, c'est quoi? OK, on est dans un système au tiers payant, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas bénéficier des soins tant que vous ne payez pas, mais qu'on élise des lois ou encore on vote des lois, mais des lois qui ne sont pas appliquées, surtout la loi d'urgence. La loi hospitalière liée à l'urgence. Si aujourd'hui on avait, parce que, et là aussi, quand j'ai fait les premières enquêtes, on m'a fait savoir effectivement qu'au départ, aux urgences pédiatriques, il y avait les kits d'urgence, mais le problème c'est que quand les kits sortaient, c'était jamais renouvelé. En descendant, il y avait des gens qui descendaient avec ça, ou il y en a qui donnaient à leurs parents, mais les kits n'étaient jamais renouvelés. Donc une fois que ça a été épuisé, ça n'a plus été renouvelé. Donc, vous imaginez, vous venez avec un enfant qui a un palu avec une convulsion, on vous prescrit une ordonnance pour que vous allez courir, vous allez à l'hôpital, il n'y en a pas, vous allez aller dehors ou peut-être qu'il y a des rangs, vous ne pouvez pas accéder au truc. Vous venez, soit qu'est-ce qui arrive? Soit l'enfant, il est mort ou bien il va garder des séquelles, parce que la maladie, voilà, elle a fait des trucs. C'est un peu le truc. Donc, je pense que ce qu'ils ont manqué, c'était vraiment de mettre beaucoup l'accent, d'abord, sur le fait que ça, c'est des êtres un peu petits, faibles, c'est lesquels, pour une fois, les anthropologues ont essayé de s'intéresser, mais aussi comment le travail de la santé publique et de celle de l'anthropologie sont complémentaires. Parce que la santé publique décrit un peu comment les gens accèdent aux soins. On vous dit, l'hôpital doit être équipé, on va recruter voilà, des personnes et on décrit les postes de travail. Ça, c'est le rôle de la santé publique. Mais en réalité, si vous allez aller sur le terrain, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas aussi facile que ça. Donc, l'anthropologie essaie de montrer concrètement, c'est-à-dire que ce qui est dit sur les fiches techniques des descriptions du poste de travail, comment, c'est-à-dire que ces gens travaillent. Un médecin, vous allez à l'hôpital, c'est-à-dire que ce qu'il fait souvent n'a rien à voir avec la description de son poste de travail. Un brigadier à l'hôpital Gabriel Touré, souvent il devient un infirmier. Ah oui, il fait des soins. Voilà. Un brigadier m'a sauvé une fois au service de l'anthropologie. Hein? Un brigadier. Il t'a sauvé? Oui, il m'a sauvé parce que j'avais une tante qui avait fait un accident sur la route de Bourg. On l'a récupéré ici. On a fait la radiographie, tout. Et j'avais l'accès des petits soins. On a trouvé personne pour s'en occuper. Désespéré, je cherchais quand j'étais étudiant.
On appelle ce numéro, c'était un week-end, il indique à la ville, j'étais présent, mais il n'y avait pas de place. Bon, mon problème est résolu, mais sans que ça n'ait transpassé. Il a demandé, il n'y avait pas de dossier, il n'y avait rien, tout. J'imaginais, c'est un hôpital universitaire. Il ne peut pas inscrit, il n'est rien. C'est juste ma phobie. Non, moi, je connais déjà le truc que j'ai. Je suis venu par voie d'état. C'est une ambiance qui m'a amené à accueillir au juge, à de tout notre dossier. Mais malgré tout ça, moi, j'étais obligé de gérer comme ça. Je me suis demandé. C'est ça. En fait, vous voyez un peu, l'anthropologie, c'est-à-dire que comment, en pratique, c'est-à-dire vous voyez un peu comment les règles pratiques fonctionnent, quoi. Ou bien faut fonctionner un service. Parce que quand on allait aujourd'hui, c'est-à-dire que par la description de poste, comme vous le voulez, l'application des textes, c'est sûr qu'il allait attendre longtemps. Voilà ce que lundi. Ah oui. C'est un peu tout ça. Donc, si vous voulez, les deux sont complémentaires, mais seulement en anthropologie, ce que nous voulons, c'est que c'est vraiment le vécu, quoi, au quotidien. C'est que quand vous allez dans un hôpital, comment les gens se débrouillent pour travailler, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui fait fonctionner les services? Et là, vous êtes là-bas et vous décrivez. Comment décrire, c'est ce qui est le plus important. Vous voyez un peu, quand vous lisez, vous allez peut-être lire les autres textes que nous écrivons, quand vous lisez les textes, souvent vous avez l'impression que vous êtes en train de suivre les événements. Oui. Et c'est ça le secret de l'anthropologue. En fait, je suis là, avec mon calepin, avec mon enregistreur, je note tout. L'heure, le début, tout. Par exemple, madame vient, elle est infirmière, elle s'occupe de quelqu'un, mais elle ne remplit pas, par exemple, la fiche technique. C'est-à-dire qu'elle réalise tous les soins qui sont là, mais elle n'actualise pas la fiche technique, quoi. Moi, je dépose. Si vous demandez tout de suite, ça peut heurter, par exemple, la personne. Après, je viens, bon, c'est mon ami, et puis c'est une cousine, quoi. Ils sont là, il n'y a pas de problème. Après, je viens, je dis, mais cousine, c'est comment mais j'ai regardé ton truc là, apparemment aujourd'hui, tu as oublié de remplir la fiche. Elle dit, tiens, vraiment, c'est nous même, c'est la depuis sur ma nez, donc, vous voyez un peu quoi, parce qu'elle ne sait pas, elle raconte ce qu'elle vit, quoi. Comment elle vit, elle me raconte ça. Et pour moi, c'est très important. C'est ça le vrai fonctionnement de l'hôpital. Parce qu'elles vont vous dire, quand tu ne fais pas les soins, parce qu'il y a tellement de soins à faire, quand tu ne fais pas les soins, les profs viennent, ils vont te gronder. Les médecins viennent, ils te grondent. Maintenant, quand tu fais les soins, souvent, tellement qu'elles sont en action ou bien elles ne sont pas habituées à avoir le but qu'elles font les soins et n'ont pas décidé tout de suite pour actualiser. Et puis, on laisse tomber comme ça. Ce qui fait que il y a des soins qui ne sont pas réalisés, qui ne sont pas actualisés, mais il y a aussi des soins qui sont réalisés, qui ne sont pas actualisés. Finalement, on ne sait pas ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Et ça prête énormément de confusion. Donc, dans le traitement, quand je traite le dossier, ce sont ces aspects que je traite. Le dossier, il représente quoi? Théoriquement, je décris, normalement, c'est quoi cet outil, quoi? Et à quoi ça sert? Parce que normalement, dans un hôpital, les soins sont 24 heures sur 24. Et le seul document qui permet de suivre les soins, c'est-à-dire que c'est le dossier. Parce que quand vous prenez le dossier, vous savez ce qui a été fait, à quelle heure ça a été fait, par qui ça a été fait. Donc, ça assure la continuité des soins. Mais que seulement dans la pratique, vous allez vous rendre compte que les dossiers ne sont pas actualisés. Ou bien les internes réalisent des soins, mais ils ne signent pas, ils ne mettent pas leur nom. Donc, en cas de problème, on ne peut même pas situer la responsabilité. On ne sait pas à quel niveau le problème s'est posé, à quelle heure, par qui, on ne sait pas. Et quand je prends le dossier, c'est ce volet que je traite. Quand vous lisez ma thèse, c'est-à-dire que le dossier médical, c'est vraiment des trucs comme ça que je traite. Je l'ai distribué à tous les profs, tous les responsables qui sont là-bas. Voilà. En fait, je pensais que ça pouvait, effectivement, comme ça, vous avez été touché, même les gens qui ont lu ma thèse en France, tous les membres du jury, quand ils ont lu les trucs, ils étaient dépassés. Quoi. Comment la distance que j'ai pu garder
tout en étant impliqué dans les soins sans porter de jugement quoi, dans ce que les gens faisaient. C'était ça le truc. Quoi. Il ne fallait pas que j'arrive à dire c'est bon, ce n'est pas bon. Non. Je décris, mais je suis en même temps là-dedans, je suis acteur. Quoi. Moi-même, je ne prends pas. Parce que les gens que je suis, je fais, si docteur Diarra, non? Si docteur Diarra, bon, c'est un ami à moi. Si mes parents viennent aussi, je suis un enfant, je viens, je dis Diarra, bon, ça c'est mon malade. Bon. Et puis il s'occupe très bien de ces malades-là. Et ça me permet, moi, de décrire le système. Quoi. Comment? C'est-à-dire que quand vous avez une relation, vous pouvez avoir des soins de qualité. Voilà, il décrit très bien. Et ses parents, ils sont contents. Et bon, moralement, moi, ça me permet de compenser parce que c'est des gens à qui je tire des informations. Moi, ça permet de compenser. Oui. Professeur. Il y a quelqu'un qui est en train de parler. Ah oui, oui. Ok. Parce que vraiment, dans bon nombre de ces comportements, comme Siaté l'a dit, c'est vrai, il faut une éducation familiale. Mais si cette éducation familiale aujourd'hui est en train de foutre, pourquoi pas à l'administration maintenant de remplacer cette éducation familiale par une formation en anthropologie pour que vraiment les gens puissent prendre en compte les notions psychologiques de la maladie. Parce que c'est ça qui manque aujourd'hui pour les gens. Oui, mais l'anthropologie, vous avez vu mon prof Yannick Zafrela, il a commencé et ça a enseigné, mais seulement à l'école de médecine. C'est-à-dire qu'au départ, ce qui est, le médecin, il est jugé par les résultats. C'est-à-dire que le médecin, il n'est pas jugé par tous ces trucs-là. Au départ, c'est parce que vous avez fait aujourd'hui l'anthropologie, vous êtes en train de réfléchir comme ça. Mais tant que vous n'aurez pas la chance de côtoyer, parce que quand je suis allé dans un premier temps, la première des questions, les gens, mais un anthropologue, qu'est-ce qu'il cherche à l'hôpital? Vous faites quoi? Vous voyez un peu. Il faut que vous lisez, il faut que vous côtoyez, vous travaillez, vous faites une mission avec un anthropologue pour savoir un peu de quoi il est capable et comment ça peut améliorer votre pratique. Mais au départ, le médecin, en fait, c'est qu'il a envie de devenir un chirurgien, un grand traumatologue, un grand... Vous imaginez, la carrière universitaire, ça ne se construit pas sur les sciences sociales. Donc, du coup, c'est vrai, c'est important, mais c'est pas... Au début, ce n'est pas l'objectif. Et un étudiant en médecine, ce n'est pas possible. Quoi. Il y a un livre qui a été écrit par un grand anthropologue américain, Howard Becker, Les ficelles du métier. Il montre un peu comment, en anthropologie, on travaille. Quoi, pour c'est un livre de méthodologie. Mais en fait, après, il était en visite avec les professeurs et les étudiants. Quoi. Et il montre un peu comment tous les gens qui font des activités qui ne sont pas tellement en rapport avec la médecine, qui est un peu probante, c'est-à-dire qu'il y a des résultats palpables là, voilà, ce n'était pas considéré comme des gens qui étaient bien. Quoi. Regardez au niveau de Gabriel Touré, ceux qui sont en nutrition là. Vous voyez un peu leur place. Regardez ceux qui sont par exemple en chirurgie pédiatrique, en oncologie, ou encore, je ne sais pas, aux urgences, ils n'ont pas les mêmes valeurs. Parce qu'on pense que la nutrition, bon, si c'était en dehors de l'hôpital, peut-être, mais à l'intérieur de l'hôpital, c'est pas ce dont on a besoin, quoi. C'est ça un peu le truc. Quand vous voulez être un bon médecin, il faut que vous fassiez des résultats extraordinaires, quoi. Quelqu'un est malade, il vient avec de la douleur, et puis vous arrivez à diagnostiquer, vous donnez un traitement, et tout de suite, la personne est soulagée, quoi. Voilà, docteur. C'est ça. C'est un peu ça, c'est ça quoi la médecine. Mais maintenant, parce que vous allez, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, peut-être c'est de travailler dans les équipes. Quoi. Quand à l'hôpital, moi, j'avais un professeur qui était en Suisse, il m'a conseillé, il dit, parce qu'au départ, quand j'ai soutenu ma thèse, il y avait certains professeurs qui voulaient travailler avec moi à l'hôpital. Il m'a conseillé de ne jamais avoir un bureau à l'hôpital. Parce que même si je vais collaborer avec eux, mais de ne jamais être à l'hôpital parce qu'en ce moment, je serai nul. Quoi. Je n'aurai pas mon importance. Je dois avoir mon bureau dehors et quand ils ont besoin de moi, de temps en temps, je peux aller travailler dans une équipe. Parce qu'à l'intérieur de l'hôpital, c'est vraiment la médecine. Quoi. Ceux qui sont, vous le savez bien, les agents de services sociaux. Là. Vous voyez comment ils sont traités? Voilà, c'est ça. Donc, moi, je ne les en veux pas, je les comprends. Mais, en fait, c'est que si aujourd'hui, on a des équipes dans lesquelles on a des anthropologues, des psychologues, des géographes,
des médecins pour travailler sur un truc, ça peut améliorer énormément quoi, la qualité des soins. Voilà. Et il faut vraiment vous ouvrir, quoi. Et demain, par exemple, vous aurez la chance de... Voilà, quand vous voyez des entreprises, des trucs comme ça, ah, en tout cas, oui, mais ce qu'ils font, souvent, c'est intéressant. Parce que vous n'aviez pas eu la chance avant de savoir exactement ce que ces gens faisaient. C'est un peu ça. Voilà. Donc, pour revenir au truc, d'abord, il y a l'enfant qui est important. Le deuxième élément, c'est que l'anthropologie et la santé publique sont des sciences qui sont complémentaires, mais en fait, leurs façons de travailler ne sont pas les mêmes. Ici, on essaie... Hervé, c'est vrai, je vais te donner la parole, tu as envie de parler. Essaie de décrire un peu de façon théorique, conceptuelle, comment on peut optimiser les ressources, comment on peut mettre des dispositifs de soins de façon à ce qu'on puisse avoir une grande couverture sanitaire et pour réduire maintenant le taux de morbidité, mortalité, ainsi de suite. C'est ça le truc de la santé. Mais sauf que dans la réalité, souvent, les choses ne se passent pas comme elles sont prévues sur le plan théorique. Et l'anthropologie essaie de façon concrète, tout ce qui est truc, tous ces trucs qui sont décrits théoriquement, dans la réalité, comment c'est pratiqué. Et c'est ce que j'essaie de montrer. Et comment je le fais? C'est que c'est le parcours de soins. C'est que vous appelez l'itinéraire thérapeutique à l'intérieur de l'hôpital. Et puis, avec une certaine précision, c'est comme il a dit Hervé, c'est-à-dire que c'est ce qui est chez nous important, c'est cette précision-là. Parce que personne, à certains moments, peut venir te dire que ça, là, c'est fou. Quand le docteur Diarra pose un acte, moi, je ne veux pas interpréter son acte. J'observe son acte. Et si je n'ai pas compris, après, je vais lui demander, ah, mais docteur Diarra, hier, je vous ai vu faire ça, pourquoi vous avez fait ça? Il va me dire l'explication. Donc, j'ai observé et après, maintenant, je vais intégrer l'explication qu'il a donnée. Peut-être que si vous allez observer les phénomènes et que vous allez vous arrêter dans votre coin pour remplir n'importe quoi, vous allez remplir n'importe quoi. C'est pas ce que souvent vous avez vu, que l'acte, l'essence de l'acte, c'est pas ce que vous avez vu. C'est pourquoi je ne mets jamais, j'observe, je note, mais je demande toujours la personne qui l'acteur. Pourquoi vous avez fait ça? Vous avez dit ça hier, mais voilà, l'essence c'est quoi? Quand vous parlez de ça, là, ça veut dire quoi concrètement? Voyez un peu ça. Donc, c'est vraiment cette description assez fine, mais qui est mesquine, mais qui est assez fine, qui donne sens aux attitudes et au comportement des gens. Et quand vous n'avez pas ce sens, ça va être très difficile. Surtout, il ne faut jamais juger. Ça, je vous l'ai dit. Cherchez toujours à comprendre pourquoi les gens font ça. Parce que vous imaginez quelqu'un qui quitte sa famille depuis le matin, qui va à l'hôpital, qui va consulter 40 enfants. Alors que théoriquement, un bon médecin, on dit qu'il va maximum une dizaine de patients. Parce que normalement, c'est comme si vous passez 20 minutes ou 10 minutes avec un patient, vous imaginez quoi. Mais ils consultent 40, 50. Ça veut dire que vous devenez inefficace. Et si vous êtes énervé et qu'un anthropologue vient, ah, demain, le médecin là, il est énervé, il est ceci, c'est là. Vous imaginez ce que ça veut dire? Lui, il est passé carrément à côté parce qu'en fait, c'est qu'il n'a jamais mesuré le volume de travail que vous avez pour pouvoir vous mettre dans un état comme ça. Donc, avant de décrire n'importe quoi, il faut d'abord chercher à savoir dans quelles conditions ces médecins exercent. C'est ce qu'il faut aussi noter, quoi. C'est vrai qu'ils sont comme ça, mais voilà les conditions dans lesquelles ils travaillent et peut-être qui influencent sur la qualité des soins. À un moment, tellement que la consultation était fréquente, quand tu fais 40 malades une matinée, tu es content. En fait, quand moi je voyais l'enfant, j'imaginais son poids et je donnais la posologie, tout. J'ai un interne à côté. Chaque fois que je donne, j'ai vu, il est en train, lui, il calcule, il vérifie. Il trouve que c'est réel. C'est réel, Maintenant, à la fin de la posologie, il m'a demandé comment tu fais pour pouvoir trouver le poids. Moi, depuis le matin, je suis en train d'évaluer si la posologie n'est pas fausse par rapport au nombre de poids.
Avant d'arriver à ce stade, j'ai pesé combien d'enfants? Ok. Combien d'enfants? Ok. Donc, c'est devenu un réflexe. Je voyais l'enfant, je savais que tu as deux fois. Ok. Ouais. Mais j'ai perdu ce truc. Ouais, mais c'est ça, parce qu'en fait, vous êtes déconnecté, quoi. Donc, c'est ce que je voulais dire, c'était un peu ça. En fait, c'est que c'est un texte pour montrer un peu, non seulement comment les anthropologues travaillent, mais aussi qu'il peut y avoir un trait d'union entre les travaux anthropologiques et les travaux de santé publique, mais surtout, il faut accorder une grande importance, c'est-à-dire à l'enfant, dans le service de santé. C'est très, très important. On est dans un truc de santé, ils sont nombreux, et puis on ne connaît rien sur eux, quoi. Voilà. Avant, ces textes rares de travaux de thèse en anthropologie, on portait sur les enfants, et surtout sur ce qu'eux-mêmes disent ou sentent quoi, des soins. C'était le pari à gagner, et c'est ce que nous avons, fait. Et moi, je continue toujours à faire ça. La plupart de mes travaux, vraiment, c'est sur les enfants. Voilà. Peut-être que dans les jours à venir, on va avoir un article sur la communication par rapport au cancer de l'enfant. Vous devez le trouver. J'ai écrit avec une collègue qui a aussi fait sa thèse dans le même domaine, mais en Mauritanie. Elle est française, elle aime Cannes. Donc, moi, j'avais mes données de Bamako, elle aussi, elle a ses données de Mauritanie. On a essayé de voir un peu comment la communication se passe, quoi. Vous imaginez des parents qui viennent, qui ne savent pas ce dont leur enfant souffre, et avant que le médecin référent dise aux parents de quoi l'enfant souffre, il y a un parent qui dit « Ah, cancer de l'enfant fanana ». Donc, juste là, tu continues à le regarder. Ah, mais bien sûr. Ah ouais. Il continue. Ouais, parce qu'en fait, bon, le secret actuellement, c'est que c'est le professeur Togo qui me soutenait beaucoup, et aujourd'hui, c'est lui le responsable de la pédiatrie. Donc, du coup, voilà. Bon, c'est pas Togo, mais. Non, mais c'est pas qu'on est Togo, mais en fait, c'est que. Il était un révolutionnaire, hein. Ah, mais pourtant c'est lui mon voilà, il m'a toujours soutenu parce que. Mais je sais quand même qu'avec ça, lui, il va beaucoup s'améliorer. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Ouais. Il lit, et même je vous ai envoyé ce texte, je crois, par rapport à la collaboration pour la prise en charge du cancer de l'enfant là. C'est un texte, c'est vrai, qui n'est pas très bien pour lui, mais enfin, il a lu de bout en bout, quoi, et puis j'ai fait ça chez lui. Ouais, mais pour ça, oui, Hervé, maintenant, oui. Ok. Oui, en fait, Bon, moi, j'étais au service de pédiatrie. Quand Togo, professeur Togo arrivait de la France, il avait voulu changer beaucoup de choses dans ce service quand nous, on était là-bas. Et je vous dis, il a eu tellement de problèmes. On a mis les bâtons partout. Et les dames, c'est quoi? C'est que quand on faisait les staffs, c'est le professeur Togo qui arrivait à convaincre les gens, il explique, on dit que c'est les Français, il explique les choses. Les gens sont très convaincus, mais lui n'était pas le premier responsable, ni le deuxième. Donc, il avait essayé de mettre en place là. Ils ont mis les bâtons partout. Et ça s'est résumé seulement au son. Et Dieu merci, maintenant, comme c'est lui qui est le responsable, on espère que ça peut changer. Je vais vous dire une petite histoire. Pour l'affaire des urgences pédiatriques là. Nous, on a passé à cette urgence pédiatrique en 99-2001. Il y avait un nouveau bâtiment, la pédiatrie était complètement renouvelée. Il y avait beaucoup de salles de consultation. Les autres internes et moi, on a réfléchi, on dit on se transforme une salle en salle de consultation d'urgence. Pour que les enfants qui viennent à l'urgence ne puissent pas suivre le même rang. Tout à fait. Tout le monde a apprécié, on a commencé. Et enfin, cette salle est devenue une salle de consultation des parents personnels. Finalement, on a laissé tomber. Donc, c'est pas facile. C'est ça. Très bien. C'était qui là, s'il vous plaît? Vous pouvez rappeler votre nom? Docteur Sanogo. Docteur Sanogo. Oui, oui, professeur. Oui. Voilà, je vous avoue,
si j'étais à l'Académie française, j'allais d'abord créer le mot anthropopédiatre pour qu'on puisse vous l'attribuer. Mais bon, je pense que c'est en voie. Donc, bon, il y a dans le texte, je pense, j'ai lu quelque part, vous avez évoqué un fait aussi, là, c'est-à-dire c'est des vigiles qui prennent l'argent des examens complémentaires, non? Je ne sais pas. Voilà, directement. Parce que, donc, vous voyez, tout ça, c'est des pratiques qui peuvent mettre le patient en danger. Ouais. Je fais le lien directement avec un truc que j'ai lu récemment, le grand frère Guida en neurologie, qui proteste contre ces pratiques au point G. On a même vu avec son petit pancarte arrêté en photo. Et oui, si vous fouillez sur Facebook, vous allez voir le post. Oui, j'ai vu ça. Voilà, je pense que certains ont vu. Et vous voyez, il a relaté des trucs, c'est-à-dire l'argent est perçu directement par des agents et parfois il rédige des résultats faux pour remettre aux patients. Non seulement ils prennent l'argent et l'analyse n'est pas faite. Vous voyez que tout ça, c'est des... Voilà. Et là, pour revenir à les enfants, bon, je vous avoue, vous avez beaucoup travaillé. Moi, j'ai fait ma synthèse clinique en pédiatrie en néonatologie. J'avais beaucoup aimé. Bon, c'était très court parce que c'était 1 mois. Et j'étais chez les prématurés. Hein. Et ce que j'ai vu, franchement, on pouvait sauver ces gens-là, ces prématurés, malgré leur état. Mais les systèmes qui étaient là ne permettaient pas de sauver. Voilà. Parce que presque on perdait tous ces prématurés-là. Presque tout. Et moi que j'ai fait là-bas, franchement, c'est horrible, quoi. Et moi, 7 heures me trouvais à l'hôpital pour entretenir ces prématurés-là. Je faisais leur entretien. Mais franchement, les conditions dans lesquelles ces petits-enfants étaient hospitalisés, franchement, laissaient à désirer. Il y a les infections nosocomiales auxquelles ils sont confrontés et parfois certains qui viennent même en bon état, ensuite ils vont mourir par ces infections. Voilà. Vous avez évoqué un peu aussi la brutalité des soins par rapport à l'enfant. Effectivement, l'enfant doit, moi je dis ça parfois même aux parents des enfants, quand on est prescrit des sirops et ils disent, bon, l'enfant refuse de boire, il faut lui frapper. Je dis, non, l'enfant s'éduque, il faut l'éduquer, il faut l'intégrer dans son traitement, il faut l'amener à accepter son traitement en lui disant quand même des mots doux, pas en lui brusquant, quoi, forcément. Parce que ça demande un peu de la culture. Il faut impliquer une culture à l'enfant. Et à l'hôpital, je pense, nous devons aussi tenir compte, vous l'avez très bien souligné hein, dans le document, on doit tenir compte vraiment de l'état de l'enfant et dire c'est un être humain, il faut communiquer avec lui. Communiquer avec lui, si possible, expliquer ce qu'on doit lui faire et communiquer avec les parents, bien sûr, voilà, pour éviter parfois ces brutalités qui ne construisent pas du tout. Merci, professeur. Rapidement, le texte, les enjeux éthiques de gestes techniques, amélioration de la qualité des soins, là, qui est paru, je pense, cette année, l'année dernière, 2020, je pense parler uniquement de ça, quoi. Comment le comportement, voilà, comment les gestes techniques, par exemple, les ponctions lombaires, comment les injections
voilà, tout ça, comment c'est fait, quoi. Ça parle uniquement de ça. Peut-être que il faut essayer de lire ces textes pour voir un peu, surtout ces derniers aspects dont tu parles là. Là, je parle un peu de la façon dont voilà, ces petits gestes là sont réalisés, quoi. Et puis, comme on le fait chez nous, voilà, on fait peur aux enfants, quoi, déjà à la maison, pour que l'enfant ait peur, voilà, de médecin, quoi. Or, on doit avoir des attitudes qui favorisent l'amitié entre l'enfant et les agents de santé. Parce que quand il est malade, c'est eux qui prennent soin de lui. Alors que dans notre culture, on fait carrément le contraire. Voilà. Vous imaginez quoi? Quand on mesure la valeur de ces comportements, c'est pas possible quoi. Voilà. Donc, c'est vraiment l'éthique par rapport à la santé parle un peu de ces aspects. Et puis, comment un peu les aspects à l'hôpital, vous savez, un peu les infirmières là, parce qu'elles sont dans les tontines de 5000, elles sont obligées de faire, voilà, vous imaginez après juste les soins là, elles sont obligées de faire des ventes, des trucs, et quand un parent vient les déranger pendant ce temps-là, c'est très compliqué quoi. Donc j'essaie un peu de montrer comment tout ça là, ça répercute sur la qualité des soins. Voilà, c'est des trucs qui sont importants. Mais bon, ils ne sont pas très contents de moi, hein, parce qu'il y en a même qui me disaient, non, j'ai dit, non, c'est bien quoi. C'était des amis, oh ouais. On était des amis, quoi. Mais bon, mais on est obligé de faire comme ça. Professeur, les téléviseurs dans les services de garde. Ouais. Ça, c'est un autre débat. Il faut faire. Effectivement, professeur, je voulais en venir par là. Parce que je ne sais pas si vous avez pu faire une enquête au moment, dans les nuits avancées au niveau des services de santé, au moment des gardes ou pas. Vous allez voir encore plus. Oui, si, j'ai pris des gardes, j'ai fait des gardes, bien sûr, j'ai fait des gardes parce que j'étais comme un stagiaire, mais vraiment dans l'équipe, j'ai pris des gardes, bien sûr. Et moi, je voulais même écrire un truc sur la connexion entre les infirmières, les médecins, parce que très généralement, c'est des gens qui se connaissent, notre ces gardes et tout ça. Et les gardes, très généralement, c'est les mêmes équipes, on ne veut pas trop les changer, bon, tout ça, mais j'ai dit, bon, là, peut-être qu'il faut laisser. Sinon, tout ça, c'est des trucs sociaux, mais voir un peu qu'est-ce qui fait que la plupart des médecins là sont mariés à des infirmières, à des sages-femmes, et ainsi de suite. Peut-être qu'il y a des trucs à chercher. Oui, ce serait intéressant. Comme on dit que la chèvre broute là où elle est attachée. ou bien les médecins. Ah, je vais payer la cola, hein. Il y a des gens. Cet article-là, hein. Comme ça, il faut laisser cet article-là. Il faut écrire d'autres choses. Non, je ne l'ai pas. Non, professeur, je vous encourage. Moi, j'ai hâte de lire. Moi, j'ai hâte de lire. J'ai des gardes, donc du coup, j'ai laissé tomber ce truc. Sinon, quand j'étais des gardes, j'ai vu que les équipes ne changeaient pas beaucoup. C'était les mêmes gens. Bon, voilà, tu vois, et un homme, femme, c'était les mêmes gens. Et très généralement, ils causaient. On ne change pas une équipe qui gagne. C'est bien ça, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, du coup, et puis après, quand on se rencontre dans la pratique, dans la vie pratique, c'est que ils sont toujours ensemble, quoi. Médecins, soit c'est des médecins, ou bien c'est médecins infirmières, c'est médecins sages-femmes. Voilà, donc du coup, j'ai dit, mais ça aussi, c'est un truc intéressant. Ah oui, c'est un truc intéressant. Peut-être voir pourquoi les filles achètent toujours à avoir des médecins. Est-ce que, voilà, je ne sais pas. Vous êtes agent de quoi? Agent de santé? À la sage-femme, hein? Ah oui, elle peut en dire beaucoup. En fait, elles savent. Les gynécologues, très généralement, ils sont voilà, c'est comme ça. Donc, vraiment. Professeur, on va écrire les protocoles. Non, mais je sais que vous êtes des informateurs clés, quoi. C'est sûr que quand je vais vouloir écrire
Même si je ne ferai pas une enquête prospective, je peux voir les dossiers, quoi. Je peux interroger les jeunes, voilà, quand vous étiez encore, voilà, comment ça s'est passé, quoi, et ce serait pas mal non plus. Voilà, on peut voir ça. Vraiment, donc, oui. Pour ça, là, est-ce que cela n'est pas lié à la promiscuité, là? Le fait qu'on travaille, on est toujours proche, oui. Et cette complicité n'est pas liée à ça. Oui, mais c'est clair, quand on est proche, on voit des éléments positifs et puis voilà, de s'apprécier, bien sûr. C'est comme ça, comme on le dit, là, les sentiments, ça se construit, quoi. C'est pas un truc d'un jour, quoi. Voilà. Vous imaginez une dame, elle est à Gobetouré, il y a les Sosokaki, bon, tu vas aller chercher un petit timor, enfin, les trucs contre le corps, là, pour, vous allez chercher ça, très galant, et la bonne dame, elle dort bien, elle n'est pas embêtée par ces petites bêtes bestioles, là. Vous imaginez, quoi, déjà, c'est un élément, demain, vous faites un autre, c'est fini, quoi. Professeur. Oui. Entre l'essence et le feu, le champ magnétique est fort. Ah, mais t'es vraiment... c'est un peu ça, quoi. Donc, il y a vraiment cet élément de rapprochement, là, comme on le dit, même les sentiments, les souffrances dont les médecins sont victimes, c'est un peu ça, parce que là où les gens sont soignés de maladies chroniques, là, c'est là-bas où, très généralement, l'empathie ou encore les effets de souffrance sont les plus développés, parce que c'est les gens qui se voient beaucoup plus et finalement, les relations se créent entre eux. Donc, c'est pareil, les gens avec qui vous travaillez, quoi. Ça, il va du soi. Et puis, je pense aussi qu'il y a le centre d'intérêt. Il y a le centre d'intérêt qui compte aussi beaucoup parfois dans tout cela, quoi. Voilà. Ouais. Moi, j'étais anthropologue, du coup, les médecins n'étaient pas intéressés par un anthropologue, quoi. Donc, voilà, il y a ça. Tu as vu, non? Parce que je n'étais pas très utile dans les trucs, quoi. Par contre, si Hervé était là-bas, ça allait être... Ah oui. Eh bien, ça, c'est clair. Parce que quand le gars a rédigé son protocole de thèse, ceux qui sont en 7e année, 8e année de thèse, les étudiants qui viennent le soir, qui travaillent sur, qui est vraiment habité par son protocole et n'arrive pas à rédiger, vous imaginez, quoi, vous la donnez un coup de main, bon, voilà, ça va vite, quoi. Voilà. Donc, c'est vraiment, merci beaucoup, c'est très intéressant. Je pense que c'est de ça que j'avais besoin parce que c'est vrai, le cours, il est intéressant, mais quelque part, qu'on voit un peu l'utilité pratique, à quoi ça peut, voilà, ça peut un peu inspirer les gens par rapport à leurs pratiques, par rapport aux réalités quotidiennes, pas seulement les pratiquants, mais pour les gens qui vont chercher les soins à l'hôpital, quand vous lisez ces textes, ou bien quand on fait les exposés de ces textes, ça vous parle, quoi. Voilà, et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, ce qu'on va faire, la semaine prochaine, on va demander à une autre équipe de lire entre les trois textes. Là, je ne sais pas quelle équipe va présenter, je ne sais pas lequel des textes. Et puis, on va présenter ça. Bon, les restes, je pense que le reste, ça va... Hein? Oui, il reste trois textes, mais bon, on va présenter un des textes, les autres, c'est pas la peine. Je sais pas, voilà, ce serait à votre choix, quoi. Ok. Voilà. On va essayer de se préparer. Voilà, vous préparez, on présente, ou bien si on le fait vite, si les gens préparent, on peut faire passer des équipes, quoi. S'il y a deux textes qui passent, on peut le faire. Oui, c'est possible. Voilà, c'est possible, quoi. Oui. Voilà. Et puis après, si on a une autre science, j'ai un petit truc sur la médecine chronique, enfin, sur les maladies chroniques, quoi, parce que c'est un peu les maladies émergentes aujourd'hui qui n'étaient pas connues avant, mais qui sont en train de se développer et que notre système de santé ne s'est pas encore préparé, quoi. Donc, ça pose énormément de problèmes, non seulement au système hospitalier, pour les professionnels de santé, mais aussi pour les malades, quoi. Parce qu'une maladie chronique, après tout, c'est pas la maladie seulement, mais ça déstabilise tout, quoi, y compris les gens qui le prennent en charge. Un chef de famille qui a une maladie chronique, vous imaginez, quoi. Il faut tout revoir, le projet des enfants, madame, son calendrier, son agenda de travail, ça bouleverse tout.
Et nous, dans notre système sociétal, mais aussi dans le système de santé, ce n'est pas encore pris en charge. Donc, peut-être, si on a une séance pour parler un peu de cette problématique de maladies chroniques, encore appelées maladies émergentes, j'aimerais bien voir un cours sur ça. Un cours sur ça. Ah oui, c'est que comment, en tant qu'anthropologue, on a envie de réfléchir sur ces trucs-là, des maladies émergentes. Voilà. Parce que dans nos sociétés, à l'époque, tu partais à l'hôpital, soit tu guérissais tout de suite ou tu mourais, quoi. Mais hypertension, diabète, tout ça, c'était pas très découvert. Les gens mouraient. Oui, parce que, professeur, quand on arrivait en médecine, oui. on attendait ces termes-là à dire que les maladies des pays industrialisés. Voilà. Et maintenant, aujourd'hui, nous avons beaucoup. Voilà, c'est ça. Vous voyez, donc, c'est une question vraiment qu'il faut poser. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. C'est ça. Ou bien vous imaginez un chef de famille qui fait un AVC, qui reste 10 ans, 20 ans, il est à la charge des gens, quoi. C'est-à-dire qu'il est carrément dépendant. Il n'y a pas de ressources, c'est vraiment compliqué. Et nos systèmes de solidarité formelle, c'est-à-dire que des trucs comme les CANAM ou encore l'amour n'arrivent pas encore à bien intégrer ces aspects-là. Et du coup, c'est une grande charge pour la famille, quoi. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Et puis, on n'a pas d'infirmiers encore spécialisés dans ces soins-là. Voilà. Un peu. Donc, vraiment, il faut repenser, il faut intégrer carrément ces aspects de prise en charge des maladies chroniques dans le système de santé, quoi. Sinon, ça ne va pas. Et ça commence un peu par ces interrogations-là. Et puis, voilà, faire peut-être un travail beaucoup plus rigoureux, documenter quels sont les différents problèmes que ça peut poser, quoi. Voilà. Vous voulez envoyer votre enfant aux États-Unis pour faire des études ou après vous déclarez une maladie chronique, ouais, un peu, quoi. Il faut tout revoir. Ouais. Bon, les soins que j'ai, il faut que moi je parte en Algérie, il faut que je parte au Maroc, il faut que je parte en Tunisie pour me soigner. Voilà, vous imaginez, quoi. Donc, ça bouleverse tout. Allez, les amis, vraiment merci beaucoup pour votre participation. Merci, professeur. Merci, professeur. Merci bien. Merci à Zaouzata et son équipe. Merci bien. Merci à Hervé. Ah, merci. Hervé, là, c'est un grand animateur, hein? Merci, bonne soirée. Merci bien. Ça va. Ça va. Je vois maintenant ce qu'on va proposer de master. Oui. Le problème du Mali, on n'est pas important. Personne ne va se dire que cette information est non, il y a comme vous l'avez dit. Non, tu vas au ministère pour un peut balancer. S'il y a quelque chose. Non, je ne parle pas de ça. On me dit que ça ne te tente pas. J'ai vu qu'il y avait quel souci de mon lit, j'ai déjà passé là-bas. Finalement, le monsieur dit il faut aller voir le chef. Est-ce que c'est pas dû aux nominations aussi? Parce que les gens, c'est à l'image des. C'est quand tu sais crier, on veut satisfaire tout le monde. On n'encourage pas vraiment les braves bon, généralement dans l'ordre. Oui, mais les postes politiques au Mali, ça, c'est une distribution de trucs entre les camarades politiques. Mais bon, ça, on ne fait pas, même dans les autres pays, je pense que c'est un peu comme ça. Mais seulement dans ces pays, il faut d'abord être compétent, quoi. Voilà. Même quand on nomme des camarades, il faut quand même que la personne soit compétente. C'est pas ça.
il se forme même à Pôle ouvert. Bon, même ça, il ne fait pas. Ouais. C'est ce que moi, je reproche à certains. Moi, je parle d'un poste pendant des années.